Avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à prendre une pause avec nous chaque semaine, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, liker l'épisode, laisser un commentaire. Ça nous aide vraiment à continuer à vous proposer des pauses exceptionnelles avec des personnalités exceptionnelles tous les vendredis. Merci encore et maintenant, place à l'épisode. Je ne cherche pas à être heureux, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à être utile. J'ai toujours pensé même que le bonheur ne devrait pas être une finalité dans la vie, parce que si la vie consistait à être heureux, elle ne servirait à rien. En plus, j'estime que c'est impossible d'être heureux. Je dirais, être heureux est un blasphème quand on a une vague idée de ce qu'est le monde. Je connais des gens ambitieux qui sont des pourritures, ça se voit d'ailleurs. Donc si on n'a que de l'ambition, condition nécessaire, mais qu'on n'a pas une vraie ambition, une âme, une éthique, ça c'est très dangereux. Et on en voit beaucoup en politique. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Devenir soi », dont le thème était justement ça, c'est de découvrir ce en quoi on est unique. D'abord, et ça passe par différentes carrières, ça passe d'abord par prendre conscience qu'on est mortel, que personne ne ressemble à l'autre, que la vie est très courte, et qu'il faut en faire le maximum pour faire en sorte qu'elle ait du sens. Donc pour moi, c'est ça qui compte, c'est de trouver sa raison d'être. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je reçois un économiste, un conseiller présidentiel, un homme politique, un écrivain, un chef d'entreprise, un penseur et même un chef d'orchestre. Et tout ça en un seul et même invité. Guidé par une quête constante de sens, une réflexion profonde sur l'avenir et un engagement indéfectible pour l'humanité. Il a joué un rôle central dans des décisions majeures, conseillé des chefs d'État et contribué à des projets d'envergure mondiale, comme par exemple la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou encore, ça je l'aime particulièrement, Action contre la faim. Sa vision du leadership, du monde, ses défis et ses succès, le temps d'une pause, l'homme aux mille et une vies, revient avec nous et nous ouvre les coulisses de quelques-unes d'entre elles. Je ne suis pas un homme politique. Bon, déjà, on a une première discussion. Tu me dis, t'es pas, voilà. De tout ça, est-ce que tout est bon à peu près ? Donc, bonjour Jacques Attali. Bonjour. Comment tu vas ? Le mieux possible. Autant que je sache. Dans tout ce que j'ai pu dire là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères ? Je ne suis pas un homme politique. Je ne l'ai jamais été, j'ai toujours tout fait pour ne pas l'être. Tu aurais pu l'être ? Oui, si j'avais voulu, j'aurais pu être candidat à une élection, on me l'a proposé. Laquelle ? Présidentielle ? Non, d'abord législative, j'aurais pu être ministre, puisque François Mitterrand me l'a demandé, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que, d'abord, je suis pas sûr si j'avais été élu, je suis pas sûr que j'aurais été un bon ministre si je l'avais accepté, et ensuite parce que j'ai la prétention de penser que l'avenir d'un écrivain, c'est d'être écrivain, et que l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Au moins, c'est clair. Et pourtant, si on parle des ministres, souvent les anciens ministres, en fait, veulent redevenir un ministre. En fait, c'est une sorte de drogue absolue. Oui, mais comme beaucoup de gens, le pouvoir est une drogue, le pouvoir politique est une drogue. Même si ministre, c'est vraiment un métier nécessaire en démocratie, fondamental, mais qui est un personnage de rodéo, qui est là de passage et qui n'a pas beaucoup d'influence. Et de moins en moins, d'ailleurs. De moins en moins. Donc toi, tu penses que c'est cette 5e République qu'il faudrait faire évoluer dans une 6e République? Tu penses que c'est ce modèle présidentiel absolu que tu connais tellement bien? Non, je pense au contraire que la 5e République a été abîmée par le mandat à 5 ans, par la simultanéité avec l'élection parlementaire, par la fin du cumul des mandats. Et de toute façon, la République a perdu beaucoup de sa puissance à partir du moment où on a fait un certain nombre d'évolutions dont certaines étaient tout à fait nécessaires. La construction européenne qui vide le pouvoir présidentiel et le pouvoir politique français d'un grand nombre de pouvoirs, la décentralisation qui le prive aussi, les privatisations qui privent l'État d'un grand nombre de pouvoirs, les marchés mondiaux, la globalisation qui prive l'État d'un grand nombre de pouvoirs, et enfin la création d'un nombre considérable d'autorités indépendantes qui agissent indépendamment de l'État. Donc le président de la République a beaucoup moins de pouvoir qu'avant. On revient sur
Le petit Jacques Attali, donc tu es né en Algérie, une famille... Non, je suis né en France. À Alger, en France. D'accord, bon point. Ce n'est pas l'Algérie, ça que tu veux dire par là. C'est ça. C'est la France à l'époque. Oui, c'est la France, à un point même extrême, puisque je n'ai pas eu un seul arabe dans ma classe pendant toute la partie de ma scolarité en Algérie, Alger. Puisque l'Algérie à l'époque, c'était une situation d'apartheid. En tout cas, dans les parties de l'Algérie que j'ai connues. J'ai jamais vu d'arabe autrement que les employés. Même si mon père était à la fois rabbin et communiste et grand bourgeois simultanément, mais et même s'il était extraordinairement respectueux, sa langue maternelle était l'arabe, etc., les Arabes n'étaient pas là, quoi. Ils étaient les employés invisibles des Français. On a beaucoup de mal à pouvoir imaginer ça, et c'est il n'y a pas si longtemps que ça, puisque là on est dans les années 50, fin des années 40, début des années 50. Là tu parles de ton papa, pour qui tu as un respect absolu, qui, tu viens de dire grand bourgeois, mais qui démarre dans sa vie dans des conditions qui sont bien différentes. D'extrême pauvreté. Je dirais vraiment de pauvreté extrême, puisque ce que j'ai appris de lui, par lui ou par d'autres, c'est que vraiment il avait faim. Il a perdu son père, il avait 12 ans, il avait 7 sœurs, il a dû travailler pour les nourrir. Et donc il est parti sur les routes comme représentant de commerce en tissu indigène à 12 ans dans les villages. Donc... Et on le retrouve 20 ans plus tard, commerçant aisé à Alger. Dans la parfumerie. Dans la parfumerie. Beau gosse, dragueur, tout en étant toujours attaché à son origine, tout en étant toujours communiste, et tout en ayant fait des études de rabbin. Il a quitté l'école à 12 ans. Il a quitté l'école à 12 ans. Donc là, on avance un peu. Il y a une décision qui est prise, une décision nécessaire, de déménager à Paris. Donc là, tu ne déménages pas au même moment, ton papa et ta maman. Ça, c'est une décision qui a beaucoup déterminé presque tout pour moi. D'abord parce que ça m'a appris à l'importance de l'anticipation. Si je suis tellement attaché à la futurologie, c'est certainement à cause de cette décision. Moi, je suis né un 1er novembre 54, c'est le début de la guerre d'Algérie. Je suis avec mon frère au lycée en 5e, 4e, non, pardon, en 6e. Frère jumeau, hein. Frère jumeau, Bernard. Ma sœur a 2 ans, et je rentre à la maison et je dis à mon père, je rentre à la maison le lendemain, le 2, parce que le 1er novembre était férié, et je dis on a vu la trace de la bombe qu'ils avaient mis sur la radio qui était sur le chemin entre le lycée et la maison. Je sais rien, c'est pas important, c'était ce qu'on disait à cette époque. Il me dit détrompe-toi, ils seront indépendants, ça viendra vite, je suis pour leur indépendance, mais on n'a pas notre place ici, on s'en va. Et il nous en a plus reparlé jusqu'au jour où il nous a dit vous prenez l'avion ce soir, vous êtes à Paris ce soir. Et lui est resté. Lui a fait l'aller-retour pendant 2 ans pour vendre ses affaires, mettre de l'ordre. Et il a réussi à trouver très facilement des Européens pour acheter toutes ses affaires, parce que tout le monde croyait que l'Algérie française avait un grand avenir. Donc, nous arrivons en printemps 56. On est en 56. Ta maman, Fernande, résumait ainsi votre éducation. J'aime beaucoup ce qu'elle disait. On a voulu faire de nos enfants des hommes ambitieux, honnêtes et ouverts. Donc ça, très tôt, c'est le message qu'elle a porté, en fait. Oui, mon père et ma mère étaient très exigeants, mais en même temps très tolérants. Ils n'avaient pas fait d'études, ils ne pouvaient pas nous aider, sinon nous fournir les meilleurs répétiteurs possibles. Ils n'avaient pas à être inquiets parce qu'on n'était pas paresseux, ni mon frère ni moi, ni ma sœur non plus, un peu plus tard, parce qu'on a 9 ans d'écart. Mais on n'a jamais eu ni de félicitations, ni de critiques. C'était simplement dans l'exigence implicite. Mon frère jumeau considérait qu'il était fragile, puisqu'il avait une tuberculose qui à l'époque était une maladie mortelle. Et les pénicillines est arrivé avec les Américains juste après notre naissance. Donc, c'était encore une maladie extrêmement grave. Donc, il était un peu le favori de la maison. Et moi, au coup sûr, ça allait bien, pas de problème. J'ai pas été un bon élève. Enfin, j'étais un bon élève sans plus. Et à un moment, ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché en terminale, en première. Et donc, parce que là, tu dis ça avec ton frère, mais toi, en plus, tu as toujours porté ça. Tu as toujours été le grand frère de la famille. Oui, vous êtes jumeaux, mais c'est toi qui es sorti le premier. Donc, il y a quand même... Tu as toujours été un peu celui qui... Oui, je suis considéré comme l'aîné. Oui. C'est ça. Et toi, comment tu as vécu ça ? Justement, là, ta maman avait ces mots
extrêmement importants, qui ont une résonance encore plus importante aujourd'hui, d'ouverture, que tu définis merveilleusement bien. Comment toi, tu as géré ça avec tes propres enfants, tes 2 enfants, entre l'ambition et l'amour? D'abord, je ne parle pas de mes enfants, je ne parle pas de ma vie privée, jamais à personne. Je dirais, en général, l'important, c'est de donner le choix à ses enfants de faire ce qu'ils veulent. Sans vouloir ni faire la même chose que leurs parents. Et surtout pas vouloir les imiter. Ouais. Pas dans la tradition de faire « Oh, j'ai fait ça, il faut qu'ils fassent la même chose ». Surtout pas. C'est difficile de se réfréner là-dessus. Moi qui suis papa, c'est pas forcément évident de se réfréner. J'ai dit tout de suite à mes enfants et à tous les enfants de mes amis, si votre vocation est d'être clown, soyez clown. Mais si possible, soyez un bon clown. C'est ça. Mais quoi que ce soit, faites-le. Mais justement, en parlant d'ambition, ça c'est un bon point, parce que c'est... quelle ambition tu vas être ce clown-là, en fait. Toi, c'est vraiment... Tu as l'obligation de résultat qui est moins forte que l'obligation de moyens, c'est ça, hein? D'abord, j'avais une ambition très forte, dont je me souviens, parce que... D'abord, j'ai été programmé pour être médecin. C'était l'ambition qu'avait mon père pour moi. Et j'ai renoncé, d'ailleurs, à la grande tristesse de mon père, à peu près au moment du bac, parce que je me suis dit, si je suis médecin, je serai médecin toute ma vie, je n'ai pas envie de faire le même métier toute ma vie. Tu pensais déjà ça? Oui, tout de suite, j'ai pensé à ça. Donc, je me suis laissé porter par la ligne de pente, c'est-à-dire j'étais très bon en maths, donc je me suis dit, essayons. Mais j'avais 2 moteurs. Le premier, c'était une ambition, et je me souviens avoir exprimé cette ambition à un de mes amis à 17 ans. Je me vois encore en train de lui dire, je veux être le Raymond Aron de la gauche. Raymond Aron était le grand intellectuel de l'époque, de droite, et je me suis, tu vois, à 17 ans, je me disais, je veux être le Raymond Aron de la gauche. C'est-à-dire un grand intellectuel de gauche. Ça, c'était mon ambition positive. Mon ambition négative était la peur de l'échec. Je me suis dit, je m'embarque dans des études d'ingénieur, j'ai aucune envie d'être ingénieur. Surtout, ne pas échouer. Et je peux dire que le moteur de mon travail, pendant les années de mes études, c'est-à-dire, qui sont longues, hein, parce que j'ai fait très longues études, puisque entre le bac et la fin, j'ai eu le bac en 60, j'ai fait presque 10 ans d'études supérieures. Il faut savoir, tu as fait Polytechnique, mais on te retrouve aussi à faire Sciences Po. Oui, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire, après j'ai fait l'X. Ensuite, j'ai fait 1 an de service militaire. J'ai commencé Sciences Po en même temps, puis j'ai fait l'école des mines, comme ingénieur du corps des mines. Puis j'ai fait l'ENA, puis j'ai fait une thèse de doctorat en fac. Donc ça, à Dauphine. Donc ça m'a pris 10 ans. Pendant toutes mes études, j'avais la peur d'échouer. Et ça a été mon principal moteur. Quand j'étais en classe préparatoire, je voulais surtout pas finir ingénieur. Quand j'étais à Polytechnique, bon, ça c'est pas... Parce que toi, tu t'analyses beaucoup les choses. D'où tu penses que ça venait, cette peur de l'échec? Et à quel moment tu as réussi à la mettre de côté? Ou si tu l'as réussi à la mettre de côté? Non, moi, j'ai pas jamais réussi. On a tous le syndrome de l'imposteur. Quand je me suis trouvé... premier en terminale, etc., ça me paraissait à la fois naturel, parce que c'était beaucoup de travail assez facile, mais en même temps je me dis, ça peut s'arrêter demain matin, on ne sait pas comment ça marche. Je ne suis pas rentré spécialement bien classé à Polytechnique, parce qu'il y avait des épreuves où j'étais nul, en dessin industriel en particulier, mais comme je me suis trouvé major presque tout de suite, j'ai trouvé ça à la fois surnaturel et banal, voilà. Et ensuite, c'était pareil. Mais je me suis dit, surtout, je ne vais pas sortir dans les derniers de l'X parce que c'est vraiment moche. Et après, quand je suis rentré à Sciences Po, j'ai fait Sciences Po, alors que j'aurais pu rentrer directement à l'ENA. Mais j'ai fait Sciences Po parce que je voulais passer le concours de l'ENA pour être sûr de bien sortir. Et j'ai tout de suite eu peur de mal sortir. Bon, tu sors, t'es pas major, désolé de le dire, l'ENA, parce que t'es 3e, donc je ne sais pas à quel point t'as pu... Ça allait quand même? Oui, c'était pas un problème, parce que ce que je voulais, c'était entrer au Conseil d'État. Voilà, dans ce cas, pour les gens qui ne savent pas, en fait, selon ton classement de sortie, c'est la même chose à Polytechnique, tu vas pouvoir choisir ou pas ce que tu fais après. On parle de travail ici, souvent quand j'ai les gens qui sont ici, que j'aime beaucoup, on parle parfois des raisons parfois de leur succès. Moi, c'est pas moi qui l'ai théorisé, hein, je l'avais écrit dans mon livre, tu vois, d'ailleurs, il y a un de tes livres ici, verbatim, je l'ai lu quand il est sorti il y a quelques années de ça. Tu vois, là, c'est la deuxième partie de
mais j'ai écrit dans ce livre-là, Pause, quelque chose qui était un psychologue, Anders Ericsson, qui disait, c'est la théorie des 10 000 heures. Pour exceller dans ce que tu peux faire, il faut travailler plus que les autres. Toi, tu l'as vu aussi au niveau, tu penses que tu as excellé parce que tu as travaillé plus que les autres? Absolument, absolument. C'est ce que j'ai appris. J'ai eu la chance d'avoir un merveilleux répétiteur en maths en terminale. Parce qu'après, j'en ai plus besoin. Mais j'en ai plus besoin parce que j'ai appliqué sa méthode. Quand le prof nous donnait 3 exercices, j'en faisais 20. Et donc, ça devenait automatique. Au point que quand j'ai passé, juste avant de passer le concours de l'X, mon prof de maths au lycée, donc en maths spé, m'a dit en riant, votre problème, ça sera de faire croire à l'examinateur que vous n'avez pas déjà fait le problème. Donc, je travaille... Ça, t'en as eu tellement. Je travaille énormément. Et c'est pareil en tout. J'ai toujours beaucoup travaillé. Ouais. Alors, plus on travaille vite. Donc, je vais pas travailler beaucoup plus d'heures que les autres. T'as parfois trouvé des gens qui travaillent autant que toi? Encore une fois, c'est pas une question d'heures, c'est une question d'intensité. Avec autant d'intensité que toi? Oui, il y en a beaucoup, évidemment. J'en connais plein, énormément. En particulier dès qu'on a une passion, on travaille sans limite. C'est ça. Je pense à un ami chef d'orchestre, un ami violoniste, un grand violoniste aujourd'hui qui travaille sans... Et pour ça, il faut... Et c'est le principe, parce que Anders Ericsson a vu ça dans l'école de violon, d'école de musique de Berlin. Et c'est avec des violonistes, il a vu que ceux qui sortaient maestro, c'était ceux qui travaillaient 10 000 heures par rapport à ceux qui travaillaient 4 ou 6 000. On se fait bien les choses. Comme moi, je suis devenu chef d'orchestre alors que j'ai aucun don. J'ai pas l'oreille absolue et je suis très maladroit. Mais je travaille. Tu as dû quand même pas mal travailler. Jacques, dans cette émission, on a des pauses amicales, des gens qui t'aiment beaucoup, qui nous disent, tiens, j'aimerais bien poser une question à Jacques. Et là, c'est encore mieux que ça, parce que c'est une pause familiale. On écoute Jérémy. Crois-tu qu'on puisse être un homme bien, éthique, avec des vraies valeurs personnelles et les tenir toute sa vie alors qu'on n'a pas d'enfant? Est-ce que l'exemplarité n'est pas quelque chose qu'on comprend vraiment lorsqu'on a des enfants ou au moins des jeunes à qui montrer l'exemple? Je suis touché de voir que mon fils s'est prêté à l'exercice. Merci beaucoup Jérémy, c'est absolument délicieux. Je ne crois pas que ça soit indispensable. Donc c'est vrai que Jérémy, lui, a des enfants et que ça a sans doute été un élément essentiel de sa maturité. Il a beaucoup changé, il est devenu encore meilleur qu'il était, mais il a toujours été formidable. Mais s'occuper des générations futures, ne pas être égoïste, être altruiste, c'est fondamental. Donc je dirais, ce qui est important, c'est d'être altruiste. Et c'est vrai qu'on est souvent altruiste, particulièrement quand on a des enfants. Mais c'est pas cette condition suffisante, mais non nécessaire. C'est nécessaire, mais c'est vrai que ça accélère certainement ce processus-là. Tu parles d'études, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, ces dernières années, entre est-ce que les études sont absolument nécessaires. On a vu des entrepreneurs qui ont dit, moi j'ai pas forcément de terminer mes études pour lancer mon entreprise. Toi, qui a toujours fait aussi autant confiance aux jeunes. Pour te connaître, moi, depuis des années, je sais que très souvent autour de toi, tu as fait confiance à des jeunes. Toi, tu considères que le modèle que tu as connu, le modèle classique d'études, de grandes études, est un modèle qui est peut-être pérenne? Tu penses qu'il y a d'autres manières de faire aujourd'hui? Il y a 1000 façons de faire. Et déjà, à mon époque, quand j'ai fait des études, c'était pas la seule voie. Et aujourd'hui, plus encore. D'abord parce que les voies d'accès à l'utilité, à l'impact sont diverses. Mais d'abord, si on veut faire des carrières scientifiques, il n'y a pas de secret. Il faut commencer par des études. On ne peut pas commencer les maths à 25 ans. C'est pas vrai. Ceux qui diront ça se trompent ou mentent. Donc si on veut faire des études scientifiques, et c'est la clé de tout, faut faire des études. C'est la clé de tout pour toi? Oui, les maths, c'est la clé de tout. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là qui vont être déçus alors. Ben oui, c'est la clé de tout parce que c'est les maths. Toi qui es littéraire aussi. Je suis aussi littéraire, mais je suis d'abord un mathématicien. Si j'avais à choisir une seule discipline, c'est les maths. C'est de la poésie, les maths au plus haut niveau. C'est de la poésie, c'est de la logique, c'est de la folie parce que les maths sont... Et ça structure la construction qu'on peut avoir de l'univers. J'ai jamais eu plus de plaisir dans ma vie que de faire des maths. Et donc, si on veut s'orienter dans une carrière
scientifique, à la fois que ce soit d'ingénieur ou d'astrophysicien. Si on veut faire de la chimie aussi, il faut faire des études. Si on veut être médecin, il y a tout un pan de domaines où les études sont fondamentales. Mais toi, aujourd'hui, quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que aujourd'hui, c'est encore le CV qui va être important? C'est l'école qui l'aura faite qui sera pour toi encore essentielle? Ça dépend. La directrice de la Fondation Positive est une fille de 30 ans, géniale, qui est footballeuse au départ. Elle n'a pas fait d'études, elle a été footballeuse. Elle est géniale. Claudia Ruza, formidable, pas fait d'études. La directrice d'un autre mouvement que je dirige qui s'appelle France Positive, qui lui essaye d'organiser des programmes présidentiels depuis des années et qui va sortir un nouveau programme présidentiel l'an prochain, transpartisan. C'est une fille des quartiers, Julie Martinez, qui est avocate de droit international au barreau de Paris et de New York. Bon, donc c'est un spectre. Voilà, c'est un spectre très vaste. Dans mon bureau de conseil, on a une quarantaine de collaborateurs. Là, il faut avoir fait des études. Maintenant, les entrepreneurs, il y a toutes sortes de cas. Souvent, les études sont un obstacle, parce que ça formate un peu trop. Il est assez rare de voir un entrepreneur qui vraiment a fait une grande école. C'est assez rare. Il vaut mieux avoir des gens originaux. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Est-ce que pour vous également, aujourd'hui, c'est les études, et les études doivent-elles changer, ou justement, est-ce que c'est de la reproduction sociale? C'est souvent ce qu'on peut voir, non, cette reproduction sociale dans les grandes écoles. Tu penses que ça aussi, c'est quelque chose qui peut changer? Il faut voir ça à l'échelle internationale, puis personne ne fait des études en France sans faire des études aussi à l'étranger. Deuxièmement, de mon temps, quand j'ai fait des études, prenons une théorie en maths, quand j'ai fait mes études, elle tenait 20 ans. Avant d'être dépassée, ou complétée, ou améliorée, etc. Aujourd'hui, elle tient 4 ans. Et donc, quelqu'un qui fait des études, s'il n'est pas en permanente en train de faire des études, il ne sait plus rien au bout de 5 ans. Donc, il faut être tout le temps en train de faire des études. Ce qui m'étonne, mais peut-être que ça ne fonctionnait pas trop comme ça. Aujourd'hui, j'aurais dû te retrouver au MIT, en fait, non? T'as eu un moment, une hésitation de... J'ai pas eu d'hésitation parce que ça s'est produit comme ça. J'ai failli... MIT, qui est donc une très très bonne école pour les meilleurs maths. C'est l'équivalent de Polytechnique aux États-Unis. J'ai failli partir, mais je n'ai fait qu'aller y donner les cours à Stanford parce que mon maître, avec qui j'ai fait mon mémoire, qui a donné ensuite ma thèse, était professeur à Stanford. Enfin, à l'époque, il était professeur à Harvard, puis ensuite, il était professeur à Stanford, et j'ai été donner des conférences assez souvent, mais je n'ai pas fait d'études dans les universités américaines. Et donc, en parlant d'études, moi, j'ai lancé, tu le sais, un grand projet solidaire, il y a maintenant 2 ans de ça, qui s'appelle Infinite, sur permettre ces jeunes des milieux populaires d'aller faire les mêmes plus grandes écoles que d'autres, même s'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire, avec des prêts à taux zéro sans garant. Donc, il y a des manières de faire, et je sais qu'on en parlera un peu plus tard, de tout ce que tu fais au quotidien dans tes organisations, en particulier sociales. Mais là, je reviens à ton parcours. Après ces études, je te retrouve en 1973. Là, je te retrouve proche, même au Parti socialiste. Et rapidement, tu vas aussi construire ton réseau là-bas, être directeur de cabinet. D'ailleurs, au départ, c'est pas Jacques Attali que je retrouve. En fait, c'est que tu as un nom de scène, c'est ça? Oui, j'ai toujours eu plusieurs vies. C'est-à-dire que j'ai commencé par être prof à Polytechnique dès 1968. Alors que j'étais encore étudiant, je n'avais même pas fait l'ENAC, j'étais déjà prof à l'IX. Ensuite, je suis rentré... Prof de quoi à l'époque? Prof d'économie mathématique. Okay. Ensuite, je suis resté plus de 20 ans professeur. Ensuite, je suis rentré au Conseil d'État, ce que je voulais. J'ai commencé à écrire des articles, souvent sous le même pseudonyme, Simon Terre. Pseudonyme que m'avait trouvé un... Qui l'a trouvé d'ailleurs? C'est un garçon merveilleux qui s'appelle Alain Vernet, qui était le rédacteur en chef du Figaro économique, qui était par ailleurs le beau-frère de Simone Veil, enfin le mari de la sœur de Simone Veil, un homme merveilleux, qui m'avait trouvé ce pseudonyme. J'ai écrit des livres sous ce pseudonyme, puis ensuite j'ai écrit mes propres livres, et j'ai gardé ce pseudonyme, et simultanément, je voulais... J'avais un modèle dans la vie, même si j'étais d'accord en rien avec lui, puis ensuite c'est devenu un grand ami, c'était Henry Kissinger, avec qui j'étais très proche jusqu'à la fin, mais tout en pensant assez différemment de lui. Mais je voulais être cet universitaire proche de politique. Donc j'ai toqué à la porte de François Mitterrand. Plutôt que le Parti communiste à l'époque? Non, c'était pas possible. Mon père était communiste sans être plus du tout au parti, comme beaucoup de gens. Mais il trouvait que François Mitterrand était quand même trop à droite. Il a toujours pensé que... Il avait une ligne directrice.
Donc j'ai voulu voir François Mitterrand, que j'ai vu très jeune. C'est où la première fois que tu le vois? Dans une boîte de nuit. Un restaurant, boîte de nuit. J'étais avec une amie, lui aussi. Et j'ai eu c'était juste, il venait d'être battu aux élections. J'avais 22 ans. J'étais et donc 23 tu prends ton courage, tu vas lui parler? Je lui dis, monsieur, j'aimerais vous rencontrer. Il me prend un air naturellement hautain, c'est ce gamin qui vient le déranger. Je lui dis quelques petites choses sur ce que je venais de faire. Je venais de sortir de l'X. Il me dit, venez me voir. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a montré une carte de France et il m'a dit, choisissez une circonscription. Première chose qu'il te dit, c'est ça? J'ai besoin de jeunes comme vous, prenez une circonscription. Je dis, monsieur, c'est pas ce que je veux, j'ai envie d'être universitaire, d'être votre conseiller, d'écrire. Non, j'ai besoin de personne. Bon, on a rompu. Et donc j'ai continué. Vous avez rompu sans avoir recommencé, en fait. Voilà. Et j'ai continué ensuite j'ai eu la chance de rencontrer par hasard, comme répétiteur pour passer le concours, le grand oral de l'ENA, un jeune répétiteur qui était un jeune élève de l'ENA, mal sorti d'ailleurs de l'école, mais qui était un très bon pédagogue, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre m'a dit, viens m'aider au PS, tout ça. Je dis, pourquoi pas. J'étais déjà très lié de Michel Rocard, que j'avais été voir aussi pour voir un petit peu tout. Et j'ai aidé Jean-Pierre, et puis le hasard a voulu, un hasard qui n'a absolument, vraiment un hasard qui n'a d'ailleurs pas eu de conséquences, c'est que quand j'ai fait l'ENA, j'ai été affecté pour faire un stage. Et je suis tombé dans le département de François Mitterrand. La Nièvre, c'est ça? Je l'ai retrouvé là, mais il n'y a pas eu de... Ce n'est pas tout voulu, en fait. Non, j'avais fait mon stage de l'école des mines à New York. J'étais dans une banque à New York et je suis arrivé après le début des stages pour pouvoir terminer ma scolarité. Donc ils m'ont autorisé seul à arriver, non pas en janvier, mais en mai. Donc je suis rentré à Paris fin avril. Et j'ai dit, j'aimerais bien faire un stage pas trop loin de Paris parce que j'ai mes cours à donner. Mais écoutez, vous êtes le dernier à rentrer, vous aurez ce qu'on va vous donner parce que de toute façon, il y a un seul endroit disponible, c'est Nevers. Bon. Et j'ai commencé mon stage à Nevers le 1er mai 1968. Voilà, ça a été passionnant. C'est intéressant. Et j'ai retrouvé François Mitterrand bien plus tard. Après, en sortant de l'ENA, je suis rentré au Conseil d'État. Et mon voisin au Conseil d'État était Georges Dayan, qui était le meilleur ami de François Mitterrand, qui a souhaité qu'on se rencontre. Voilà. Donc là, quelques temps après, vous vous revoyez? On se revoit. Il m'a dit, j'ai 10 minutes, on est resté 2 heures, on était très, très liés. Très vite, ça a bien marché. Puis je ne l'ai pas revu. Il me redonne rendez-vous en mois d'avril 74. Il m'appelle un matin en me disant, écoutez, notre rendez-vous doit être reporté parce que Georges Pompidou vient de mourir. Venez me voir demain. Et j'arrive le lendemain, il est dans une salle de réunion, j'ai déjà raconté ça. Il est dans une salle de réunion avec tous les dirigeants socialistes que je ne connaissais pas. Son assistante me fait signe d'entrée, j'entre et j'entends qu'il annonce « Je serai candidat à l'élection présidentielle », on parle de 74, je serai candidat indépendamment des partis, le responsable de la communication sera Claude Pédriel, qui était le patron du Nouvel Obs, le responsable des finances sera André Rousselet, qui était un de ses amis très proches, et le directeur de ma campagne sera Jacques Attali. Il ne m'avait pas demandé mon avis, j'avais 30 ans. Et ça m'est tombé du ciel, hein, parce que... Tu l'avais pas vu venir, ça? Je l'avais pas vu venir du tout. Et Gaston Deferdy Attali, c'est qui? En réalité, il voulait surtout se détacher des partis. Donc j'ai fait ça, c'était une... C'est le début d'une aventure qui va durer des années? Des années, parce donc j'ai fait cette campagne. Perdu donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas? Perdu à très peu, heureusement perdu d'ailleurs. C'est de la chance de l'avoir perdu. C'est le destin, moi je dis. On n'était pas prêts. Ouais. Pas prêt du tout. Donc ensuite, je suis resté, fait beaucoup de choses. J'ai continué à écrire des livres. J'ai écrit plein de livres. J'ai écrit mon livre sur la musique, qui est un des livres auxquels je suis le plus attaché. À ce moment-là, j'ai écrit à peu près un livre par an. J'ai continué à enseigner. J'ai continué à être juge magistrat au Conseil d'État. Et là? Et j'étais aussi consultant pour les Nations Unies, puisque j'ai dirigé des missions. J'ai fait 7 missions en Iran et en Afghanistan à cette époque. Et puis, voilà, puis après ça a continué, et puis on a fini par gagner. Voilà, là on est en 1981, évidemment, une révolution, en tout cas elle est sentie comme ça des deux côtés. Cette France qui voit le Parti Socialiste revenir après des années de droite, plus ou moins modérée. Là, évidemment, tu prends parti dans ces années-là, et c'est là où je te retrouve faire beaucoup de choses, dont Sherpa, et moi j'apprends ces années-là ce que était le mot Sherpa. Moi je connaissais le Sherpa qui aidait la montée. Oui, j'étais son conseiller spécial. Et
Et en même temps, il m'avait autorisé, parce que c'est la condition que j'avais mise, de continuer à écrire, donc j'ai continué à publier des livres. Et j'ai cumulé la fonction de conseiller spécial avec fonction de Sherpa. Fonction de Sherpa, c'est le diplomate chef. Ouais, normalement, c'est un diplomate qui assure la préparation des sommets en allant voir à l'avance les autres. Donc, moi, j'étais à la fois le conseiller spécial, j'assistais au conseil des ministres, conseil des défenses, j'étais avec lui tout le temps. J'avais mon bureau à côté du sien. Et le Sherpa, donc je faisais... Les sommets des G7... Je faisais 5 réunions, c'était passionnant d'ailleurs, je faisais 5 réunions préparatoires par an, dans le pays hôte, qui tournait tous les ans, avec des homologues qui étaient souvent des gens de très haut niveau. Et donc je conseille évidemment aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, d'acheter ce livre qu'on trouve encore, hein, Verbatim, Verbatim. Il existe en poche, en 3 tomes. Il existe en 3 tomes, donc c'est le 3 tome, celui qui est ça, c'est le 2e tome, qui raconte justement... Non, ça c'est le premier. C'est Verbatim, 2e partie. Ah oui, 2e partie, donc c'est le 2e tome. Mais tu peux me reprendre si tu veux. Non, c'est en effet parce que je vois Verbatim 1. Ah, oui, je sais, voilà, mais il est en poche, donc voilà, je conseille vraiment à les gens qui nous écoutent parce que c'est toute une histoire. Ouais. C'est passionnant et moi je me souviens d'avoir lu, tu vois, quelques années de ça. J'ai évidemment adoré la lecture de ce qui se passe de l'autre côté. On parle de politique. Tu n'as jamais été élu, tu as été conseiller très souvent et on va en reparler dans quelques instants. Il y a un moment ou un autre où tu t'es dit il faut que je le fasse. Et à un moment tu t'es dit il faut que moi je le fasse. Non. Jamais. Non, mais d'abord, bien avant ça, j'avais fait d'autres choses. J'avais dirigé une mission de réforme en Iran et en Afghanistan. J'avais toujours une volonté internationale. Je ne voulais pas me lier à quelque chose de limité. J'avais créé, c'était mon initiative, puis ensuite j'avais rassemblé des gens autour de moi, Action contre la faim. Donc j'avais déjà une ambition beaucoup plus large que... Tu pensais que ça allait te contraindre d'être politique ? Même président ? Non, mais président, c'est hors de portée pour quelqu'un comme moi, pour des tas de raisons. Non. Pourquoi ça aurait été hors de portée ? Non, c'est... D'autres que tu as poussé, conseillé, ils sont arrivés. Oui. Donc, oui, mais je pense que... C'est de la fausse modestie hors de portée ? Non, il faut des qualités que j'ai pas. Il faut des qualités de... de fermeture à la critique, Impact sur la famille aussi ? Impact sur la famille, c'est pas ça qui m'aurait gêné, mais c'est surtout la capacité à résister aux critiques les plus désagréables et les plus injustes, quoi. Il faut aussi J'avais un ami très cher, René Kleitman, qui était un très grand producteur de cinéma, qui m'a dit un jour, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est un film, parce qu'il faut faire que ça pendant 6 mois. Et c'est vrai que je ne sais pas faire une seule chose à la fois. On l'a vu. Mais quand tu parles, toi, tu n'as pas le cuir extrêmement dur, parce que tu l'as eu quand même entendu, des remarques désobligeantes sur ce que tu as pu faire, le fait que tu étais conseillé, le fait que... Non, mais j'ai eu beaucoup de critiques, soit justes, parce qu'il y a eu des critiques justes. J'ai fait des choses... Mais c'était un niveau supérieur, tu aurais du mal à l'accepter, ça que tu... Je pense que, d'abord, pour être président de la République, il faut passer par des étapes, qui est entrer dans la vie publique, prendre des risques de cela, devenir au moins, si on prend le cas extrême d'Emmanuel Macron, devenir ministre. Jamais j'aurais voulu faire ça. Ouais. L'exemple plus normal, plus démocratique, c'est devenir conseiller municipal, conseiller général, encore moins. Et quand j'ai vu François Mitterrand pendant les années où j'étais avec lui dans l'opposition, c'était une vie magnifique, mais que j'aurais jamais pu faire. Tu parlais de quelque chose, et ça aussi, je connais quand même assez bien ta trajectoire, ce que tu as pu faire, et j'avais quelque chose que j'avais mis totalement de côté, c'est 1979, Action internationale contre la faim, qui est devenue Action contre la faim, ACF. Oui. Et donc, tu sais, je ne savais pas que tu étais... je suis créateur, voilà, et tu étais avec un certain nombre d'autres. C'était... les gens le racontent autrement. Voilà comment c'est passé. Je reçois la visite un jour chez moi d'un type formidable, farfelu, qui a disparu, mais qui était un extraordinaire agitateur, qui était un parlementaire européen, italien, qui s'appelait Marco Pannella. Et il me dit, je rentre d'Italie, la situation d'Éthiopie, la situation est catastrophique, la faim est effrayante, il faut faire quelque chose. Ben, je dis, oui, on va faire quelque chose.
J'ai tout de suite l'idée de créer une association pour faire ça. Et je réunis autour de moi quelques amis chez moi. Il y avait là Bernard-Henri Lévy, Françoise Giroud, Marc Ullmann, Guy Sormand, et quelques autres. Et on fait 2-3 séances de brainstorming et on crée l'association. Et on a fait venir un garçon formidable qui venait de rentrer d'Afghanistan. Enfin, et on a créé cette association. On a donné la présidence à un prix Nobel qui était Alfred Kessler. Et voilà comment ça s'est fait. Au début, ça a beaucoup végété. Ça a même failli déposer le bilan, parce que c'était qu'une association. Et puis, en 81, j'ai quitté, parce que je ne pouvais pas rester là en train de réaliser. Mais là, on a réussi quand même à faire décoller l'association grâce à des financements européens. Et qui existe ? Ça existe encore. C'est une énorme organisation maintenant. Donc non, c'est ça que je veux dire. C'est une énorme organisation. C'est que t'as démarré. Tu as dû le lâcher parce qu'en effet, soit tu ne sais pas faire une chose trop longtemps, en tout cas, tu avais d'autres choses qui ne pouvaient pas te permettre. Non, mais c'était un conflit d'intérêt. C'est un conflit d'intérêt évident. Donc, c'est assez incroyable. Et dans la continuité de cette partie-là où je voulais qu'on aborde évidemment ce moment chez toi où tu as aussi mis ton intelligence au service des autres. On parlait d'action contre la faim et puis tu as évidemment Positive Finance. Alors, ça, c'est Planète Finance que j'ai créé qui s'inscrit dans une continuité parce que j'ai créé ensuite Eureka, qui existe aussi encore, qui est une grande institution européenne pour... Donc là, on est en 1998. 4 Eureka, c'est 84. Ensuite, j'ai lancé un programme fou qui va d'ailleurs aboutir à Planète Finance. J'ai vu les inondations terrifiantes au Bangladesh et je me suis dit, mes enfants ne me pardonneront pas de ne pas avoir fait quelque chose. Donc je suis parti au Bangladesh en 88 et j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose, c'est-à-dire trouver des moyens de construire des digues pour protéger contre les 3 fleuves. Je pourrais en parler sans détail. Mais tu avais réussi finalement à le faire? Je croyais que ça n'avait pas été financé finalement. Il fallait trouver 5 milliards, j'avais trouvé 2,5 milliards, mais c'était à l'été 88, juste avant que les phares de l'actualité se tournent vers la chute du mur et tout ça. Donc on a trouvé la moitié et on a fait la moitié. Et puis dans ce voyage, je suis tombé sur un jeune prof d'économie qui était en train d'aider des rempailleuses de chaises à sortir de la situation d'esclavage, à le garder usurier. On est sur du microfinancement. Ça, voilà. Il avait commencé la microfinance. C'est lui qui l'avait inventé de façon très expérimentale. Et il s'appelait Mohamed Younous. On est devenus extrêmement proches. Et, donc il est devenu prix Nobel de la paix. Et qui aujourd'hui est Premier ministre du Bangladesh. On est encore aujourd'hui extrêmement proches. Et quand j'ai quitté la banque à Londres, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai appelé Mohamed Younous et je lui ai dit, est-ce que tu veux pas, je vais essayer de faire ce que tu as fait au Bangladesh à l'échelle mondiale. Donc on a créé Planète Finance avec 2 présidents qui étaient Mohamed Younous et le président du Sénégal à l'époque qui était Abdou Diouf, avec l'ambition qu'on a réussi pendant un moment, puisqu'on a eu des bureaux dans 60 pays pour développer la microfinance. Une ONG qui a été extrêmement puissante et qui maintenant que j'ai cédé au groupe SOS, qui est un très beau groupe également. C'est eux qui l'ont repris. Qui était dans 40 pays. Enfin, donc, tu as réussi à faire sur cette microfinance, qui est un outil essentiel dans un certain nombre de pays. C'est de la création d'entreprises. Je crois qu'on a comptabilisé. Millions d'entrepreneurs. On a aidé 11 millions de micro-entrepreneurs, oui. Très impressionnant. En parlant de ça, justement, on parlait justement de ta capacité de voir le public et le privé. Toi, tu penses que pour sortir des problèmes que nous voyons au quotidien, tu penses que ce sera toujours ça, avoir l'intelligence parfois du privé avec des moyens du public? Tu penses que c'est toujours un travail commun? Bien sûr, c'est les deux, c'est les trois. C'est le privé, le public et l'associatif. Et même le 4e, c'est-à-dire le non-marchand. C'est ce que, par exemple, le statut d'aidant, qui est ni associatif, ni privé, ni public, sont des choses qui sont faites totalement gratuitement, et qui sont gratuitement hors association, dans l'informel. Tout ça est tout à fait nécessaire. Mais l'important, c'est d'avoir une Weltanschauung, une vision du monde, un projet. Or, aujourd'hui, si on s'agite pour faire des choses, mais qu'on n'a pas de projet, ça ne sert à rien. Donc... Là, on parlait tout à l'heure de la politique. Il y a un moment aussi, moi, quand j'entendais parler des gens, on disait, oui, c'est Jacques Attali,
c'est le faiseur de président. Donc, tu as eu ça avant parce qu'il y a eu quand même des relations fortes avec François Hollande, parce qu'à un moment, c'était un de tes conseillers, un de tes assistants. C'est toi qui as choisi, les gens ne se souviennent certainement pas de ça, mais c'est toi qui as choisi Emmanuel Macron comme un rapporteur de quelque chose que tu devais faire justement à ce moment-là. Nicolas Sarkozy aussi, il y avait des relations qui étaient réelles. Donc, plusieurs questions. C'est pas vraiment le fait que tu sois... Ça, c'est su que tu as toujours été proche et tu as eu des idées. Mais comment toi, justement, tu as vu qu'ils avaient quelque chose de différent des autres qui pouvaient assumer cette fonction-là, ou s'ils l'ont bien assumé d'ailleurs, c'est pas la question, mais comment tu as vu ça, toi? Je ne sais pas. Le hasard m'a mis sur la route. Je pense qu'ils auraient tous réussi sans moi. Laurent Fabius a été mon assistant. Laurent Fabius a été ton assistant. Nicolas Sarkozy n'a pas été mon assistant du tout, mais... Je l'aurais su, je pense, là. Mais c'est quand même amusant. Un jour, je retrouve à mon bureau à l'Élysée, en rentrant de voyage, un message reçu par mon assistante, jeune avocat gaulliste, souhaite devenir président de la République, a beaucoup d'admiration pour vous, souhaite vous rencontrer. C'est ça le message? C'est ça le message. J'adore. Et donc, j'ai demandé à ce jeune homme, qui n'était même pas encore maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy, de venir voir. Je lui ai fait visiter l'Élysée, on est devenus très copains, même si j'ai jamais voté pour lui, on est restés très amis. Comment le hasard, c'est du hasard. Quand, en 80, je suis directeur de cabinet de François Mitterrand, il n'a aucune chance de devenir président de la République. On est en octobre 80, il n'a aucune chance. Giscard est à 55% dans les sondages, et à gauche, tout le monde pense que ce sera Michel Rocard le candidat. Donc, j'ai personne pour m'aider à quoi que ce soit. Et je reçois la visite de deux jeunes gens, un jeune couple, qui vient me voir en disant on a envie de travailler pour vous, pour François Mitterrand. Alors, je fais semblant, je dis écoutez, j'ai trop de monde, je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre, mais je les prends tout de suite. Donc là, on parle de Ségolène et François. François Hollande et Ségolène Royal. Voilà, donc je les prends avec moi, et quand François Mitterrand a été candidat, ce que j'étais sûr qu'il serait, et quand il a été élu, ce que je n'étais pas sûr, je les ai emmenés à l'Élysée avec moi tous les deux. Et ce sont restés des amis très proches. Évidemment, François a eu la carrière qu'il aurait eue indépendamment de ça, parce qu'il était déjà très impliqué. Quant à Emmanuel, c'est un autre hasard. Comme Nicolas m'a demandé de présider la commission de réforme, j'ai exigé de choisir les rapporteurs, et j'ai fait un concours de beauté au Conseil d'État à l'inspection, et il était de loin le meilleur. De loin les mêmes, mais on est d'accord que tu as eu un impact. Oui. S'il n'avait pas prêté rapporteur, on commence il aurait peut-être été très bon, peut-être qu'il l'aurait été plus tard, mais c'est le destin du monde. Plus tard. De même, quand pendant sa campagne, Emmanuel me dit qu'il n'a pas de Premier ministre, me demande mon avis, je lui dis vous devriez, parce qu'il m'a toujours vouvoyé, il a été mon collaborateur, donc on se vouvoie encore, c'est un peu bizarre. Je lui dis vous devriez rencontrer Édouard Philippe, qu'il ne connaissait pas. Et donc, j'ai organisé la rencontre. Toi, tu avais appris à connaître à travers tes événements que tu avais fait dans sa ville, dans sa belle ville du Havre. Voilà, c'est le hasard des vies et des rencontres. C'est faiseur de président et de Premier ministre. Oui. Est-ce que, justement, il y a une personnalité que tu as toujours remarqué, que tu aurais aimé qu'il soit de gauche? C'est une bonne question à laquelle je n'ai jamais pensé. Faut que je réfléchisse un peu. Qui Sarko, s'il avait été de gauche, ça aurait été formidable, parce qu'il a une énergie incroyable. Il aurait pu, il aurait pu. Il aurait pu être de gauche. Justement, le trait de caractère, toi qui les as si bien côtoyés, est-ce qu'il y a on parlait tout à l'heure du valeur travail, est-ce que le fait qu'il y a quelque chose qui est similaire dans tout cela, justement, quelque chose, tu dis, il y a un trait commun à tous ces hommes d'État? Oui, il y a un trait commun qu'on retrouve chez d'autres, en sens où c'est une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, à l'inverse de tout à l'heure où il y avait une condition suffisante qui n'était pas nécessaire. Il y a une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, c'est l'ambition. Et je connais des gens ambitieux qui sont des pourritures, ça se voit d'ailleurs, c'est des petites frappes ou des aventuriers. Donc si on n'a que de l'ambition, condition nécessaire, mais qu'on n'a pas une vraie ambition, une âme, une éthique, ça c'est très dangereux. Et on en voit beaucoup en politique. Et toi, quand tu vois, moi c'est ce que je vois en tout cas, je me remarque rapidement que des gens qui avaient peut-être une ambition positive pour les autres, au bout de quelques temps,
souvent ça peut être rapide, on les trouve hors sol, on les trouve déconnectés, on les trouve plutôt auto-centrés. Est-ce que toi, tu l'as vu à chaque fois, ça? Tu l'as vu qu'il y a un moment ou un autre où il y a trop de gens qui les applaudissent autour d'eux et qu'ils se déconnectent de la vraie raison pour laquelle ils font ça. Tu l'as vu assez souvent ou tu penses que c'est pas obligatoire? Oui, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas les bons qui font ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui... Mais ça veut dire que dès le départ, ils avaient quelque chose de pourri dans leur royaume intérieur. Ouais, c'est ça. C'est même si ça a été caché, oui. Qu'il y avait un moment... La réalité, c'était ça. Elle était celle-là. Il y a des gens que la célébrité tue. Je me suis souvent dit que la célébrité est une malédiction. Non, c'est pas une phrase de moi, c'est un de mes amis qui m'avait dit ça. Dont le métier était de faire des relations publiques. C'était pas mal. Et donc, il y a un président idéal pour toi? Idéal. Il y a eu un président où il y aurait un président idéal quand tu vois là. En France, pour moi, celui qui écrase tous les autres, c'est François Mitterrand. Par sa culture, j'aurais voulu dire le général de Gaulle, mais général de Gaulle, d'abord, je l'ai pas connu, sinon de très loin. Il a été un immense personnage, un homme d'État exceptionnel. Mais, mis à part le général de Gaulle, François Mitterrand écrase tous les autres. Dis-moi justement, tout à l'heure, on parlait de ce problème des 5 ans. Maintenant, est-ce que ce serait quoi, toi, l'idéal? Ce serait, moi, je pense que c'est 6 ans non renouvelables, c'est ce que j'imagine, ce que j'aurais aimé. Est-ce que toi, tu penses que justement le 7 ans de l'époque, le 5 ans de l'époque, renouvelable, non renouvelable, est-ce que toi, qui vois ça de si près depuis des années, t'aurais un modèle parfait? Encore une fois, la fonction présidentielle a beaucoup moins d'importance qu'avant. Même si la France a remplacé son roi par un président et donc y attache l'importance. Et je dirais, pour moi, la fonction la plus importante, c'est la présidence de l'Europe. L'idéal, c'est d'avoir un président de l'Europe puissant. Or, aujourd'hui, le président de l'Europe n'est pas puissant, d'abord parce qu'il est divisé en deux, président du Conseil et président de la Commission. Mais c'est ça qu'il faudra avoir, c'est un président de l'Europe puissant. Ça va commencer à bouger un peu parce qu'il y a un commissaire à la défense, mais c'est ça. En France, pour moi, c'est 7 ans renouvelables une fois. 7 ans renouvelable une fois. Oui, parce que si c'est 6 ans non renouvelables, il est mort au bout de 4 ans. Parce qu'on fait plus attention à ce qu'il dit, c'est ça que tu dis. Donc on revient, ça ne m'étonne pas, c'est ce que tu as vécu avec François Mitterrand. Oui, c'est ça. Lui, il était, pour le hasard de la vie, il est resté en forme jusque presque à la fin, malgré la maladie qui est arrivée, partie, etc. Mais c'était une situation idéale, dans laquelle il y avait du temps pour penser. Par exemple, la pyramide du Louvre, auquel il pense avant même d'arriver à l'Élysée. S'il n'avait pas été réélu, elle n'aurait pas été faite. Parce que tout se liguait contre lui. L'opposition, la majorité, les ministres des Finances de gauche et de droite, l'administration, l'argent qui manquait. S'il n'avait pas été réélu, la pyramide n'aurait pas eu lieu. On va faire une pause vérité. Toi qui connais tellement bien ce monde de la politique, quelques questions sur ce qu'on pourrait percevoir de la politique. Tu me dis ce que toi t'en vois. Il faut avoir beaucoup d'ego pour se lancer en politique. Oui, je crois que oui. Il faut être déconnecté des réalités? Non. Ou est-ce que ça te devait devenir déconnecté? Ça dépend. Il faut avoir beaucoup d'ego et beaucoup d'humilité à la fois. Il faut avoir beaucoup d'ego pour penser comme nous, comme dans tout. Quand on est écrivain, il faut aussi beaucoup d'ego, parce qu'il faut se dire que qu'est-ce que c'est un écrivain? C'est quelqu'un qui pense que les autres n'auront rien de mieux à faire que vous passer du temps à vous lire. C'est quand même un ego incroyable. C'est vrai pour toute activité de création, même pour ton podcast. Ça fait penser que les gens vont préférer passer du temps avec toi et moi que faire autre chose. Bon, c'est quand même J'espère. Moi, je resterai en tout cas à t'écouter. Mais c'est un ego. C'est un ego. Est-ce que la France est prête à élire une femme présidente? Ah oui, bien sûr. Il se trouve que ça ne s'est pas trouvé encore, mais et ça viendra assez vite. J'espère pas trop vite pour des raisons qu'on peut imaginer, mais... Explique-moi, j'ai pas compris. Il y a une femme qui est potentielle candidate et à laquelle j'ai pas trop envie de laisser les rênes. Elle n'est pas sûre de pouvoir être candidate. Mais donc tu penses que c'est faisable? Tu penses qu'il n'y a pas? Non. On l'a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un vrai problème où il y a quand même... Non, il n'y a pas eu un vrai problème. Il y a eu 2 candidates qui n'étaient pas... Je parle pas de... en tout cas, tu penses que c'est faisable? Oui, le choix de candidat était un désastre, parce que elle n'était pas candidate, elle est arrivée au dernier moment comme remplaçante, elle n'a pas été désignée, c'était pas catastrophique. Est-ce que tu penses qu'on est obligé au bout d'un moment de se compromettre
quand on est femme ou homme politique? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on est obligé de faire des compromis. Compromis, est-ce que c'est des compromis? C'est la phrase que j'ai eue avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, Emmanuel Faber. Est-ce que c'est une compromission? Est-ce que c'est plus que ça? Tu vois, je veux dire, à quel moment je mets cette limite-là ou je la mets pas? Un industriel qui vend des produits qui tuent les autres, est-ce qu'il se compromet? Ça paraît une évidence. Bon, j'ai répondu. Donc ça veut dire que la compromission... Elle est partout, ça que tu dis? Elle est partout. Donc c'est pour ça que tu peux penser faire autre chose ou faire différemment. Tous les industriels, tu nous rassures, ne tuent pas les autres. Ceux qui vendent des produits de l'économie de la mort, je distingue l'économie de la vie et l'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est tout ce qui contient des produits fossiles et tout ce qui contient des drogues diverses, dont les sucres artificiels. Je suis clair? Je pense que tu es très clair. En tout cas, je pense que les gens ont compris le message. Le monde de la finance a plus de pouvoir que le monde politique. Il y a tous les pouvoirs. Le pouvoir politique a de moins en moins de pouvoir dans beaucoup de pays, en France en particulier, beaucoup moins. En plus, je l'ai dit, il est extraordinairement réparti. Le président de la République, il n'a presque plus aucun pouvoir, sauf quelques bribes, quelques nominations, et encore très contrôlées de mille et une façons. Heureusement, d'ailleurs. C'est heureux. Mais la finance, c'est tout financier est un Fabrice dans Waterloo, c'est-à-dire mis à part quelques hommes très puissants, très riches, tout seuls, qui peut agir sans contrôle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment puissants. Mais c'est vrai que tu dis là, tu l'as dit plusieurs fois, moi j'ai une vision un peu différente. Je pense que l'État est encore terriblement puissant, et je pense qu'on l'a vu dans certaines lois, et je sais que toi tu as travaillé sur un certain nombre de lois, peuvent vraiment faire changer notre monde. Hein. Bien sûr. Je suis très fier de toutes les lois qu'on a fait en 81. Bien sûr, à l'époque c'était le puissant. Aujourd'hui, ça reste encore sur l'environnement, sur... On peut faire des choses, mais tu dis que sur la fiscalité. L'Europe devient essentielle parce que... C'est à ce niveau-là que se situent les enjeux. Toi, tu restes un euro... une personne qui croit à l'Europe. Tu penses que ça reste un très bon... Quand on regarde le monde de 8 milliards d'habitants, bientôt 9,5, pas plus, mais 9,5, quand on voit la puissance américaine qui va rester la superpuissance relative, quand on voit la puissance chinoise déclinante, mais malgré tout extrêmement puissante, quand on voit la dictature russe en territoire immense, quand on voit monter le Nigeria avec bientôt 400 millions d'habitants, plus que les États-Unis, quand on voit la superpuissance de demain qui est l'Inde avec 1,7 milliard d'habitants et une puissance énorme, on ne fera pas croire que le modèle suisse d'un petit pays suffit. C'est pas vrai. La Suisse est une exception. Où l'Europe réussira à être une nation cohérente en maintenant les spécificités de chacune de nos nations, où on sera un terrain de chasse pour les autres, c'est tout. On va continuer les pauses amicales, et là j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une amitié absolue pour toi, qui a travaillé avec toi. On l'écoute, Audrey Tcherkov. Bonjour Jacques, c'est Audrey. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous poser cette question que je me suis toujours posée. Est-ce que vous avez conscience de ce rôle de catalyseur que vous avez joué pour beaucoup de personnes et que vous jouez encore, probablement pour un nombre infini de personnes, puisque vous avez changé évidemment des destins de personnalités qui sont très connues, mais aussi de beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans la lumière. Vous avez en tout cas changé ma vie, puisque notre rencontre a fait que j'ai décidé de changer complètement de trajectoire professionnelle, de m'engager à vos côtés pour Positive Planète d'abord, et puis d'autres projets ensuite. Alors Positive Planète qui est encore toujours évidemment très active. Donc ça, c'est ma première question. Et puis j'en profite aussi pour vous poser une deuxième question, mais qui en découle. Est-ce que ce rôle d'ambassadeur de la philanthropie que vous jouez en France et dans le monde, c'est le rôle de votre vie dont vous êtes le plus fier? Voilà, merci pour vos réponses. Bon, Audrey est une fille formidable, qui a été en effet ma collaboratrice à Poésie Planète, à la Fondation, qui aujourd'hui est une grande journaliste, et qui est une fille qui a un charisme fou et qui a vraiment un grand avenir devant elle. Je suis très heureux de l'avoir eu avec moi. Mais c'est vrai que j'adore m'entourer de jeunes, c'est vrai que j'essaye de faire naître un grand nombre de talents. J'en ai aujourd'hui des nouveaux qui apparaissent tout le temps, il y a des talents fous. Sur la philanthropie, il y a tellement de gens qui ont fait beaucoup plus que moi pour la philanthropie. Je ne crois pas être un exemple particulièrement important.
C'est une fausse modestie, ça? Non, non, non. Ce que j'ai fait... Est-ce que c'est un des rôles que tu as joué qui te rend fier aujourd'hui? Non, ce que je peux le fier, c'est quelques-uns de mes livres. C'est des livres, hein, c'est ça. Donc Audrey, ta réponse. Pour revenir sur la première partie, c'est vrai qu'Audrey disait ça, c'est qu'elle te posait la question, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es un tsunami dans leur vie, en fait? C'est que tu as changé comme ça un nom de vie. Parce que je pense que tous ces gens auraient réussi de la même façon s'ils ne m'avaient pas rencontré. Vraiment. Ils auraient réussi autrement. J'ai été un peu comme un truc de flipper qui accélère à un moment, mais ça n'aurait rien changé. On va parler là de ton écriture, parce que je sais que tu nous en as parlé plusieurs fois. Je crois que tu es à plus de 80 ouvrages. Rappelle-moi le nombre de ventes, parce que c'est quand même... Moi, je crois que c'est 12 millions, quelque chose comme ça. Pas mal. Pas mal, dans beaucoup, beaucoup de pays. Et donc c'est là, je vois, tu as des sujets sur les mathématiques, l'histoire du judaïsme, géopolitique internationale, théorie économique, des contes pour enfants, du théâtre, des essais, des romans, des biographies de Karl Marx, de Gandhi. Comment ça se passe là-haut, Jacques? Parce que, encore une fois, on peut être très bon dans une chose. Là, le spectre est quand même à nouveau extrêmement large. Et il y a quelque chose que tu préfères? C'est quoi ton process créatif? Moi, souvent, j'ai des artistes ici à ta place. Il y a une chose qui est commune à tout mon travail, c'est j'écris beaucoup de versions d'un texte, mais je travaille différemment pour un essai et pour un roman. Je préfère écrire des romans, qui d'ailleurs globalement sont plus connus que mes livres, même si en France on croit que c'est verbatim ou quelques essais qui comptent, mais pour moi les livres les plus importants pour moi c'est quelques-uns de mes romans. Et c'est eux qui ont la plus grande vie. D'ailleurs, encore juste avant d'arriver, j'ai reçu un appel d'un très grand metteur en scène qui veut faire un film d'un des romans que j'ai publié à 30 ans. Génial. Et je serais ravi que ce projet se fasse. On n'en parlera pas avant que ça se fasse. Donc, pour moi, c'est mes romans qui sont les plus importants. Et l'inspiration? C'est en écoutant, c'est en voyant, c'est comment c'est... Donne-nous un peu les clés de l'inspiration de Jacques Attali. Les essais, j'ai un travail très méthodique. J'ai 10 projets en cours aujourd'hui. Donc, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Des idées qui me viennent. D'abord, j'ai fait une série de 25 livres qui sont des histoires et avenirs d'eux. J'ai fait l'histoire et l'avenir du temps, de la musique, de la santé, de la propriété, de l'éducation, de la merde. J'en ai fait 25. Je viens de publier l'histoire et l'avenir des villes. Ça, c'est passionnant parce que ça me permet de comprendre l'avenir à 100 ans devant nous à partir de 5000 ans derrière. Et ça crée une véritable encyclopédie de ce qu'on peut appeler la clio-futurologie, l'histoire et la future. Par ailleurs, les romans, je ne sais pas d'où ça vient. Le roman qui va peut-être devenir un film, c'est quelque chose que j'ai rêvé et dont, à mon réveil, qui était d'ailleurs à l'occupation, je me suis réveillé dans un accident d'avion, mais c'est une autre histoire. Pas un accident, un atterrissage forcé. J'ai rêvé l'histoire. Le début, la fin, le titre. Ça t'arrive souvent, ça? Non. Ça, c'est mal, ça, c'est un autre de mes romans, c'est une histoire que j'ai racontée à ma fille, au départ. C'est devenu un roman. D'autres, c'est des projets comme ça qui viennent. Une idée, un roman qui devient une pièce de théâtre qui s'appelle Le livre de raison, où j'ai raconté l'histoire d'une famille à travers des lettres que chacun écrit à un autre membre de sa famille juste avant de mourir, et ça permet de faire raconter l'histoire de la famille pendant un siècle. Voilà, j'ai des projets qui viennent comme ça. Si tu dois en prendre un, si tu devais en garder un, tu dois en parler sur de la musique? Alors, si je vais garder un seul de mes essais, ce serait mon livre qui s'appelle Bruit. Bruit. Qui explique comment la musique influe sur les sociétés. C'est un livre qui est enseigné en musicologie dans le monde entier en ce moment encore. Et si j'avais gardé qu'un roman, ce serait La vie éternelle, roman, qui est mon premier roman, et qui est aussi un roman initiatique on dirait aujourd'hui, d'heroic fantasy, qui a été un immense succès à l'époque. Et parce que dans ton process, parce que souvent on parle d'habitude, toi, c'est ce que tu fais toujours? Est-ce que tu te lèves très tôt le matin, tous les matins? J'ai pas l'habitude. Non, c'est pas l'habitude. Je pensais que c'est quelque chose que tu faisais régulièrement. Non, j'écris tous les jours 4 heures, minimum. 4 heures tous les jours? Minimum. Mais c'est matin, après-midi, soir, il n'y a pas un moment où tu es plus créatif que d'autres? Non, c'est plutôt tôt le matin et tard le soir, voilà. Parce que j'ai quand même d'autres journées en même temps, je fais d'autres choses en même temps. Mais je peux pas écrire plus de 4 heures, mais pas moins de 4 heures. Donc j'écris 4 heures tous les jours. C'est pas moins en plus, c'est à la minute près.
Ça me fait penser à François Mitterrand qui disait toi quelque chose. Je pense que les gens, ils se rendent compte quand on a ces discussions-là, c'est « je n'ai pas bien besoin d'ordinateur, j'ai déjà Catalyst ». C'est vrai, il a vraiment dit ça? Non, je crois que c'était quelque chose que des esprits mal intentionnés lui ont prêté. Mal intentionnés à mon égard, parce que la fin de la phrase, c'est... c'était quoi? La fin de la phrase, c'est il me donne 100 idées tous les jours, il n'y a que moi qui sais laquelle est la bonne. J'avais pas entendu la fin de sa phrase. Mais je crois pas qu'il l'ait jamais dit. On va avoir une dernière pause amicale. C'est quelqu'un qui te connaît bien, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de discuter de ses essais et de ses livres avec toi. On parle de Sophie de Closet, qui a une question pour toi. Cher Jacques, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si vous diriez de vous-même que vous êtes un homme profondément heureux. Non pas que j'en doute pour bien vous connaître, mais le bonheur est une notion que vous avez rarement abordée directement dans votre œuvre, qui est pourtant incroyablement prolifique. Et si je ne doute pas que vous ayez des moments de plaisir, d'accomplissement, de joie et de bonheur, je voulais savoir si vous diriez de vous-même que vous êtes un homme profondément heureux. Sophie est une fille merveilleuse qui a été que j'ai connue quand elle avait 6 ans, puisqu'elle était elle est la fille de son père, François, que je connais bien, et ensuite elle est devenue stagiaire chez mon meilleur ami, Claude Durand. Vraiment, c'était mon meilleur ami qui est mort trop jeune. Et ensuite, elle a pris merveilleusement sa suite dans les éditions Fayard et maintenant chez Flammarion. Donc c'est à la fois mon éditrice, mon ami très proche. On vient de passer dimanche dernier un après-midi en... Elle te connaît bien. Oui, on vient de et passer l'après-midi à faire qui... du Scrabble. C'est voilà. Une belle question. C'est une très belle question. Ma réponse, je pensais qu'elle la connaissait. Le bonheur n'est pas un objectif pour moi. Jamais. Je ne cherche pas à être heureux, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à être utile. J'ai toujours pensé même que le bonheur ne devrait pas être une finalité dans la vie, parce que si la vie consistait à être heureux, ne servirait à rien. Les vers de terre sont peut-être heureux, à quoi ça sert? Bon. La fonction de la vie humaine, c'est d'aller plus loin pour découvrir la raison d'être de la vie. Ça nous prendra peut-être 1000 ans, mais il faut créer les conditions pour que l'humanité survive assez longtemps pour qu'on trouve la réponse à ces questions. Donc je ne cherche pas à être heureux. En plus, j'estime que c'est impossible d'être heureux. Je dirais, être heureux est un blasphème quand on a une vague idée de ce qu'est le monde. Moi, j'ai été marqué par bien des choses. Entre autres, par une rencontre que j'ai faite pendant ma première mission en Iran, où en arrivant dans un hôtel très luxueux, comme consultant des Nations Unies, tout ça, à l'entrée de l'hôtel, qui a dû changer de nom certainement, parce que ça s'appelait l'hôtel Roosevelt, vous imaginez, à Téhéran aujourd'hui. Il y avait à l'entrée de l'hôtel un petit garçon, moins de 10 ans, mendiant, qui faisait ses devoirs, qui travaillait. Ça m'a bouleversé. J'ai depuis vu la misère dans beaucoup d'endroits du monde, et, comme tout le monde, et je me suis dit, c'est pour lui que je vais travailler. Et c'est pour lui que je travaille encore aujourd'hui. Et comment voulez-vous être heureux quand vous savez tout ça, quand vous savez ce qui se passe à Gaza, quand vous savez ce qui se passe au Soudan? Impossible. C'est pas intéressant. C'est égoïste d'être heureux. Et ça m'intéresse pas. Mais tu peux avoir des moments de joie. J'ai des moments de joie infinis. Mais c'est pas un objectif. Tu me fais penser tout à l'heure. Pas un objectif. Tu me parlais de penser, pour bien connaître Mohamed Younous, qui est ce prix Nobel dont tu parlais tout à l'heure. Mohamed me disait quelque chose d'intéressant. Quand je dis, c'est quoi ta mission de vie, Mohamed? Il me disait, c'est d'arriver à avoir une pauvreté à zéro. Donc l'objectif pour lui, c'était qu'il n'y ait plus de pauvreté. Et je lui disais, mais Mohamed, c'est impossible. Il me dit, oui, c'est impossible. Mais ça n'empêche pas que c'est mon objectif. Toi, qui est utile, qui a décidé d'être utile aux autres, c'est quoi cet objectif que tu te donnes? De faire en sorte que l'humanité survive encore 1000 ans pour trouver la réponse à la question « Pourquoi sommes-nous là ?» Mais il n'y a qu'une seule personne qui connaît cette réponse. Personne ne la connaît aujourd'hui. Hey. On la connaîtra peut-être dans 1000 ans. Ou jamais. Ou jamais. Toi, c'est un sujet, toi, métaphysique, tu es quelqu'un qui croit, qui croit à quelque chose qui nous dépasse. Oui, je crois qu'il y a quelque chose je crois qu'il est impossible que les mathématiques rendent compte aussi bien de la nature de l'univers sans que quelque chose soit derrière cette extraordinaire congruence entre l'esprit humain et la matière. Donc toi, t'as pas peur de la mort, t'as peur de la mort quand même?
Non, j'ai peur d'avoir peur de la mort. Comme j'ai peur d'avoir peur en avion. J'ai pas peur en avion, je prends l'avion malheureusement très très souvent, peut-être même trop souvent. J'ai peur d'avoir peur, mais j'ai pas peur. Mais tu crois à la vie après la vie, toi? Tu crois qu'il y a quelque chose? Je suis convaincu qu'il n'y a pas rien. Ouais, t'es convaincu qu'il n'y a rien. Mais personne ne sait. Voilà. Mais il faut croire. Ça m'est pensé à cette phrase, pas sur la foi, mais sur une phrase on a ici il y a quelque temps un grand président, patron français du groupe Edenred, qui me disait, son papa lui avait dit, c'est pas, pour être précis, c'est pas que tu sois intelligent en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette intelligence. Toi, quand je me souviens d'avant, c'est assez frappant. Tout le monde sait, je pense qu'on en a que juste à passer un peu de temps avec toi ou voir tes diplômes, le type de personne que j'ai en face de moi et de l'intelligence. Mais c'est vraiment cette question-là. Toi, c'est ça que tu te dis, c'est quelle est ton unicité, comment tu vas utiliser. J'ai écrit un livre qui s'appelle Devenir soi, dont le thème était justement ça. C'est de découvrir ce en quoi on est unique. D'abord, et ça passe d'abord par prendre conscience qu'on est mortel, que personne ne ressemble à l'autre, que la vie est très courte et qu'il faut en faire le maximum pour faire en sorte qu'elle ait du sens. Donc pour moi, c'est ça qui compte, c'est de trouver sa raison d'être. Et ça prend des années. Ou alors on le trouve jamais et on est malheureux. Ou T'as alors beaucoup de gens autour de toi qui l'ont pas trouvé? Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trouvé, ou parce qu'ils l'ont pas cherché, ou parce qu'ils se sont résignés. C'est ce que j'appelle les résignés réclamants. Des gens qui sont résignés à ce que le monde soit ce qu'il est, mais qui réclament quand même d'avoir un peu plus de miettes du système. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont pas arriver à le trouver et qui préfèrent penser qu'ils ne le cherchent pas. Parce qu'on est moins malheureux quand on cherche pas ce qu'on ne trouvera pas. Et c'est le cas de beaucoup de gens. C'est à vouloir être soi, on risque d'être très malheureux. Et je pense qu'on pourra en faire des heures là-dessus, mais c'est vrai que le point central qu'on a ici, c'est que toi, tu as écrit en tout cas un livre là-dessus, et qui s'appelle comment arrive Devenir soi. Devenir soi. Parce que ce que tu vois en effet, c'est que l'immensité autour de nous n'est pas des plus possibles, bien loin de là. Et la grande question, moi j'ai souvent à mes amis, aux gens qui sont ici, mes proches, je dis, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre partie? Et certaines personnes n'y pensent pas, d'autres, pour eux, ces traits-là, ce sont des activistes du premier jour, mais utiliser son talent pour les autres. Toi, dans tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu faire depuis un certain nombre d'années, est-ce qu'il y a un moment, quelque chose, tu t'es dit, j'aurais dû le faire? Il y a une décision que je n'ai pas prise, que j'aurais dû faire, ou qui aurait pu avoir un impact par rapport à cette mission de vie dont tu parles là? Oui, il y a beaucoup de chemins que j'aurais pu suivre. J'aurais pu avoir, dans certaines circonstances, plus d'audace. J'aurais pu suivre mon ambition initiale très tôt, qui était d'être chef d'orchestre, que j'ai fait beaucoup plus tard avec Ineka Hobby. Tu aurais peut-être eu moins d'impact sur les autres? Oui. Là, ça aurait été égoïste, en fait. Oui, chef d'orchestre, ça aurait été égoïste, on est d'accord. Chef d'orchestre, c'est égoïste, mais c'est qu'un plaisir infini. Je sais pas, j'ai fait tellement peu de choses, comparaison aux besoins. Notre conversion pourrait donner le sentiment qu'on s'auto-clarifie, qu'on pense qu'on est tous les meilleurs et que les autres sont nuls. Non, moi je me considère comme très en dessous de l'ambition que... On pourrait dire que tu es en mission? Oui, bien sûr, nous sommes tous en mission. Peu de gens le savent, mais moi je me sens en mission. Toi, tu le sais. Je pense toujours... je ne fais rien sans me dire à quoi ça sert. Donc, pas pour moi, mais à quoi ça sert? Quel est le sens de ce que je fais? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour ça, alors? Tu ne peux pas être en mission sans sacrifier? J'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit, parce que ce que j'ai pu sacrifier au sens d'autre chose, c'était pas un sacrifice. J'ai pas cherché à faire fortune, par exemple. Je n'ai jamais cherché, j'ai jamais manqué de rien. C'est très bien, le hasard a fait que ça s'est bien passé, mais j'ai peut-être sacrifié le fait de rechercher à gagner de l'argent et du pouvoir. Voilà. Et je me souviens, parce que je crois que la première fois que je t'ai vu, mais je me demande si c'est dans une pensée, est-ce que c'est bien toi? C'est pas, je me posais la question quand je travaillais avec l'équipe sur notre discussion. Je me souviens, est-ce que c'est bien toi qui avais eu cette idée de mettre de la musique d'un Walkman dans un téléphone? Oui, c'est moi qui ai eu. C'est ça. Oui. Donc parce que j'ai essayé de rechercher, j'ai pas retrouvé ça. Mais oui, c'est comme ça qu'au départ, donc pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, la première fois que je contacte, et c'est comme ça qu'on se rencontre la première fois, c'est que je vois une publicité, je ne sais plus où, je vois une publicité, je crois que c'était avec SFR ou c'est ça, avec SFR. Et il y avait un téléphone qui était donc un téléphone
c'est après vous, avec un Walkman intégré, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'étais le premier à avoir fait ça. J'avais dit Dans quelle année? J'en sais rien. C'était peut-être 95, quelque chose comme ça. À peu près 95. On est bien avant Spotify et tout ça. Bien avant les iPhones, oui. Bien avant les iPhones. Et donc c'était ça, c'était un téléphone Walkman. Tu t'en souviens comment il s'appelle? Je me souviens plus. Qu'est-ce que ça avait donné, ça? Donc en fait... Ça avait rien donné parce que la technologie n'était pas bonne. Ça avait marché, ils avaient dû en vendre une centaine de milliers d'exemplaires quand même. Et 2 ans plus tard, sont apparus les téléphones avec radio incorporée, donc ça a été balayé. J'adorais. Et donc, toi, tu as déclaré, je te cite, et c'est sur le temps et le bien. Je voulais qu'on parle de ces téléphones-là, parce que c'était la première connexion qu'on a eue, je me souviens, c'était donc il y a plus de 20 ans de ça, 30 ans. Où j'étais venu te voir, et j'avais vu, moi j'étais jeune entrepreneur, et j'avais vu ça, et je me dis, mais attends, Jacques Attali, je le connais en tant que conseiller, Sherpa, je voyais tout un tas de choses. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans le monde de la tech? Donc c'était, bon, je veux juste le dire aux gens, c'était assez fun. Par rapport à ce que tu disais, c'est toujours ce que tu n'as pas. Ça m'a toujours fasciné, parce que si beaucoup de gens ont noté que je suis un des premiers à avoir prédit l'arrivée de l'ordinateur individuel. J'ai parlé du téléphone, j'ai dit en 86, j'ai inventé le mot d'objet nomade en 86, qui est devenu général. J'ai dit qu'on allait avoir une adresse qui était une adresse personnelle et non plus d'un lieu. Donc j'étais toujours fasciné par la technologie. Et donc l'idée de prothèse numérique est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. Donc j'ai toujours mêlé la réflexion, et pour ça que mes livres sont souvent des livres de science-fiction d'ailleurs, mes romans. Donc la réflexion et l'action sont très mêlées. Dans tout ça, parce que moi c'est quelque chose que j'avais vu, je me dis tiens, c'est vraiment incroyable. Est-ce qu'il y a une chose dans tout ce que nous avons pu voir, dans tout ce que tu as pu faire, où tu dis ça je l'ai bien fait? Ça, je suis fier d'avoir, et je sais que tu as cette humilité-là et que tu prends la distance par rapport à ça, parce que tu le dis souvent, et je suis 1000 fois d'accord avec toi, nous ne sommes rien, à part des êtres à mission. Est-ce qu'il y a quand même une chose, tu dis juste, ça j'ai bien fait? L'éducation de mes enfants. Ouais. Je suis très fier. Eh ben, c'est une belle chose. On termine... que le papa puisse dire ça, c'est important. Qu'on termine sur les pauses. Est-ce que toi, il y a des endroits sur Terre où tu dis, toi qui fais quand même assez peu de pauses, où tu dis juste, là, c'est l'endroit où j'aime être moi-même? J'ai passé beaucoup de temps de ma vie, je continue à passer beaucoup de temps de ma vie dans les endroits mystiques. Je vais aussi souvent que je peux, même si je suis juif, dans une église. Je vais à Vézelay. Je vais à la Sainte-Chapelle, je vais à différentes abbayes que je connais, comme celle de Sénanque, en Provence. Pourquoi? Je vais à l'île de Pâques, je vais au Bhoutan, je vais souvent à Varanasi, Bénarès, qui est un de mes endroits favoris dans le monde. Donc, où là, justement, c'est une obligation pour les hindous de mettre donc, les corps qui vont dans le Gange. Je me sens bien dans les endroits mystiques. Et c'est là où je me trouve le mieux pour réfléchir. Évidemment, parmi eux, j'ajouterai Jérusalem, où je me sens chez moi. T'as une foi absolue? Non, mais je pense que les endroits où tellement de gens sont venus prier et essayer de trouver une connexion avec ailleurs, contiennent quelque chose de très fort. Et je m'y sens particulièrement bien. Merci de le partager. Je suis évidemment d'accord avec toi. Et justement, ça montre que le Jacques Attali, qui a grandi dans une famille juive séfarade, qui a dû évidemment, dans les années qu'on a connues, combattre aussi, parce qu'on sait très bien que malheureusement, le monde qui nous entoure est un monde quand même très dur, et peut être très dur par rapport à l'antisémitisme. Toujours là, et a été là, et continuera à être là, même si on combat contre évidemment ce mal. Ce qui est beau de ta part, c'est de parler évidemment de cet amour que tu as de toutes tes religions, du moment qu'il y a quelque chose de centré et d'aligné. Dernière question, s'il y a quelqu'un que tu aimerais que j'invite ici, que tu te dis, tiens, ce serait chouette, après plus de l'heure qu'on a passé ensemble, tu dis, tiens, j'aimerais bien quelqu'un. C'était une très belle interview, je suis ravi d'avoir fait, enfin une conversation, pas une interview, je suis ravi d'avoir fait, très bien préparé et très, très sensible. Si on retrouvait cet enfant de Téhéran, j'aimerais bien que tu l'interviewes. Ce sera dur, mais bon. Merci beaucoup, Jacques Attali. Merci d'être venu. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir.
Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.